Bonjour à toutes et à tous. On va être pas comme à la SNCF, on va commencer en avance. Profitons-en puisqu'apparemment les gens sont arrivés. Donc merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. La séance de ce jour, elle est consacrée aux maladies cardiovasculaires qui représentent une cause très importante de mortalité en France, la deuxième juste derrière les tumeurs. Et plus précisément, aujourd'hui, il y a une présentation en deux temps. Je vais d'abord faire un propos, je vais d'abord tenir un propos sur la question de l'infarctus du myocarde a-t-il un genre ? Vaste question. Et je vais vous proposer une lecture sociologique d'un paradoxe épidémiologique. Et puis, dans un second temps, Muriel Darmon, que je remercie vivement d'avoir accepté de venir, qui est directrice de recherche en sociologie au CNRS, qui est la spécialiste française, voire internationale, des questions de socialisation, va nous parler de la prise en charge post-AVC. Donc on va avoir deux éclairages sociologiques avec interrogation des données épidémiologiques sur ces enjeux en matière de maladies cardiovasculaires. Voilà. On va commencer par un petit film, si j'arrive à le faire partir. Mais alors là, je clique dessus, c'est ça ? Non, c'est là. Si. Voilà. C'est pas très long, mais c'est très illustratif, comme vous allez le voir. Non, partez pas, monsieur, partez pas, ça marche pas. Bon, alors, en plus, c'est un PC, moi, je suis Mac, donc... Où est-ce qu'il est parti ? Bon, on va commencer. Donc, bonjour, aujourd'hui, on va parler de l'infarctus du myocarde et des AVC. J'aimerais bien vous le montrer parce qu'il est vraiment bien, ce petit film. C'est où contrôle droit sur les Mac, c'est ça, sur les PC ? Ah, le voilà. Est-ce que vous voulez bien lancer, c'est un lien hypertexte ? Ça marche. Merci beaucoup. Puis après, comment je fais pour en ressortir ? Je vais vous aider. D'accord. Alors, c'est un petit film qui est passé dans les salles de cinéma il y a quelques années, qui est sur le site de la Fédération française de cardiologie encore aujourd'hui. Et c'est ça qui a été à l'origine de toutes les recherches dont je vous parle, sauf celle sur la sexualité, même si ça va parler un peu de sexualité, vous allez le voir. Bonjour Hélène, montre-moi l'autre profil. Regarde-moi. Merci. Montre-moi tes mains, s'il te plaît. Je vais te citer des thèmes différents et j'aimerais que tu les joues immédiatement. On te fait une demande en mariage. Montre-moi l'autre profil. Regarde-moi. Merci. Montre-moi tes mains, s'il te plaît. Je vais te citer des thèmes différents et j'aimerais que tu les joues immédiatement. On te fait une demande en mariage. Parfait. Et alors là, c'est la rupture, il te quitte. Ok, très bien. Et maintenant, on passe à l'orgasme. À quoi ? À l'orgasme. Bien, très bien. Et là, tu as un infarctus. Non, c'est pas ça. Non, ça ne fonctionne pas. Un infarctus. Non, ça ne marche pas. Recommence. Non, un infarctus. Non, c'est pas ça. Tu peux essayer autre chose ?
voilà, le petit film que je vous ai montré en introduction donc est un film qui est passé dans toutes les salles de cinéma, qui a été repris et qui est encore sur les réseaux sociaux pour signifier que, comme vous allez le voir, il y a un problème à l'évidence avec les femmes et le rapport des femmes à l'infarctus du myocarde. Mais voilà, donc vous avez bien compris, les syndromes sont méconnus, les symptômes sont méconnus, mais les femmes ont des symptômes qui sont énumérés, mais la douleur thoracique ou les radiations du bras ne font pas partie des symptômes apparemment. En tout cas, sauf si on est médecin, même sans être cardiologue, il est clair que moi, quand j'ai regardé cette vidéo au cinéma, je me suis tout de suite dit que si j'avais une douleur thoracique, ça ne me concernerait pas. Alors, donc quelques données épidémiologiques pour interroger ce que je vais appeler le paradoxe épidémiologique. Donc les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde et depuis très peu, c'est la deuxième cause de mortalité pour les femmes en France. Les tumeurs sont passées entre guillemets juste devant, mais jusqu'à il y a très peu, c'était encore la première cause de mortalité dans le monde. Et là, vous avez sur ce graphique pour les femmes et les hommes, donc vous voyez que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes en termes de prévalence de mortalité, et ce, dans tous les pays du monde. Ce qu'on sait aussi par des méta-analyses, des méta-analyses, c'est tout simplement de prendre ensemble toutes les recherches qui ont été publiées, de les comparer les unes aux autres avec une méthodologie extrêmement rigoureuse que je vous épargnerai ici. Ce qui est intéressant de noter sur ce graphique, qui peut paraître un peu difficile à lire, c'est les hommes sont plus touchés que les femmes, mais la surmortalité des femmes est plus importante. Et donc là, on voit, c'est des données sur le lien entre le sexe et la mortalité à 30 jours à l'hôpital en cas de choc cardiogénique, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque importante. Et vous voyez qu'à l'exception de quelques études, alors si j'y arrive, je crois que c'est celui-là. Alors voilà. Donc les études, donc c'est une étude de 38 études, une méta-analyse sur 38 études qui ont été ajustées sur l'âge, donc pour tenir compte des différences d'âge entre les femmes et les hommes. 6 ont été ajustées sur la position raciale, 26 ont tenu compte des comorbidités et 13 le fait d'avoir connu un épisode, un arrêt cardiaque antérieur. Alors, c'est une étude qui vient d'être publiée dans Critical Care. Ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des études, à l'exception de ces deux-là, celles-là où il n'y a pas de différence entre les deux sexes, etc., mais sinon, dans l'immense majorité des études, il y a une surmortalité des femmes dans les 30 jours à l'hôpital. Alors, c'est ce que j'appelle le paradoxe épidémiologique au sens où, et vous allez le voir, c'est une différence qui est assez importante à considérer, c'est que d'un côté, là, les hommes sont plus touchés en raison essentiellement de leur mode de vie, donc les hommes sont plus concernés par un problème de syndrome coronarien aigu qui peut, on va le voir, donner lieu à la survenue d'un infarctus. Mais quand les personnes ont ce symptôme, les femmes décèdent plus que les hommes. Pourquoi ? Donc il y a une plus grande prévalence d'un côté pour les hommes, mais il y a une surmortalité pour les femmes en cas de confrontation à un tel épisode. Et donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les femmes ressentent des symptômes différents ? Alors oui, si on en croit la vidéo qu'on vient de voir. Est-ce qu'elles s'alertent moins et tarderaient à accéder au système de soins, qui pourrait expliquer le fait qu'elles arriveraient plus tard à état de santé équivalent à l'hôpital ? Est-ce qu'elles expriment différemment leurs symptômes ? Est-ce qu'elles ne sont pas écoutées de la même manière par les professionnels de santé ? C'est encore au moment de l'interaction entre les femmes et les médecins, serait différente, de nature différente qu'entre un homme et un médecin. Et, dernier point, est-ce qu'elles bénéficient de traitements diagnostiques et thérapeutiques moins favorables que les hommes ? Voilà, c'est toute une série de questions qui pourraient permettre de comprendre pourquoi les femmes meurent plus que les hommes d'un infarctus du myocarde. Donc je ne vais pas traiter ici de pourquoi les femmes sont moins exposées que les hommes à cette pathologie, donc ça renvoie essentiellement aux conditions de vie des uns et des autres, mais je vais m'interroger sur pourquoi les femmes meurent davantage que les hommes, et ça c'est pas spécifique à la France, on le retrouve dans tous les pays. Alors, pour interroger ce paradoxe, je rappelle juste que je me situe, comme je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là aux séances précédentes et à celle du 3 avril. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche dite intersectionnelle pour ne pas tomber dans l'essentialisation, c'est-à-dire ne pas prendre le risque d'attribuer aux différents hommes-femmes des hypothèses uniquement d'ordre biologique ou génétique, même si ces hypothèses existent. Mon propos va être de montrer qu'il y a d'autres facteurs, d'autres logiques
sociologiques sociales qui entrent en compte et sur lesquelles on peut jouer à travers des politiques de prévention pour comprendre et donc agir sur cette surmortalité des femmes en cas d'infarctus du myocarde. Alors, l'idée de base, je l'avais déjà dit, c'est que les effets du biologique ne peuvent pas être analysés en dehors du contexte social dans lequel les maladies surviennent. Le deuxième point, c'est que l'interaction entre le biologique et le social s'opère de manière différente selon les contextes sociaux. Ce n'est pas forcément la même chose aux différentes époques, dans les différents pays et selon les milieux sociaux. Et ces contextes sociaux sont, d'un point de vue de base en sociologie, sont structurés par ce qu'on appelle des rapports sociaux de domination ou des rapports sociaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rapports sociaux? Pour rappel, ça désigne des relations entre des groupes, entre des groupes sociaux qui sont façonnés par les structures sociales et les institutions. Et ces rapports sociaux bicatégorisent hiérarchiquement la population en deux groupes sur la base de critères comme le sexe, donc les rapports sociaux de sexe ou de genre, les hommes et les femmes, la profession, les classes supérieures versus les autres, la couleur de peau, ça dépend des pays, des contextes, mais les personnes racisées versus les autres, ou d'autres enjeux encore, comme par exemple le validisme qui peut opposer aussi les personnes valides aux personnes non valides. Et ces rapports sociaux sont extrêmement importants à prendre en considération parce qu'ils s'expriment dans leurs effets qui peuvent être soit matériels, c'est-à-dire dans l'accès aux ressources, à l'emploi, au logement, au système de soins, mais aussi dans leurs effets symboliques, à travers le statut social que les gens ont, à travers les stéréotypes de sexe, de classe, de race, etc., etc., etc. Et l'idée toute simple, j'ai envie de dire, de l'intersectionnalité, c'est de considérer que ces rapports de domination, les plus importants étant le genre, la classe et la race, façonnent les pratiques sociales, y compris les pratiques de santé, y compris les pratiques professionnelles, et de manière intriquée, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres, et c'est ça l'enjeu très important. Et même si j'ai intitulé cette séance sur l'infarctus du myocarde a-t-il un genre, ce que je vais essayer de montrer, même si on n'a pas beaucoup de données pour le montrer, qu'il faut aller au-delà de la question du genre pour tenir compte aussi des positions sociales et des positions de race, même si, vous allez le voir, les données sont, comme je viens de le dire, très limitées. Alors, première étape, donc, est-ce que les femmes ressentent des symptômes différents ? Alors, ce qu'on sait de longue date en sociologie, et notamment grâce aux travaux précurseurs de Luc Boltanski, c'est que la perception même des sensations physiques est le produit d'une incorporation sociale, du social. Il manque un mot. Et la culture somatique, pour reprendre l'expression de Boltanski, est marquée socialement. C'est-à-dire que le rapport au corps des classes populaires est de type plutôt instrumental, tandis qu'il s'inscrit dans une logique plutôt réflexive et attentive chez les classes favorisées. Et là, ce sont les travaux précurseurs de Claudine Erzlich. Et que ça détermine un ressenti et une expression des symptômes qui diffèrent selon l'appartenance sociale. Ça a été montré de très longue date en sociologie, et plus récemment, ça diffère aussi selon l'appartenance de genre, pour des raisons que j'évoquais le 3 avril, à savoir que la prise en compte des rapports sociaux de genre est beaucoup plus récente dans l'histoire de la sociologie. Et les ressentis physiques et la manière de les manifester et la manière de les exprimer également sont liés aux normes sociales en vigueur, notamment en ce qui s'agissant de la douleur. Alors, un autre point important, c'est que la perception de la maladie, donc étant, comme je viens de le dire, influencée par le contexte historique et social, ça relève de la perception, mais des travaux ont montré que les conduites qui sont prises s'inscrivent dans de multiples enjeux qui dépassent le strict domaine de la santé. Donc il y a d'un côté la perception de la maladie, comme on va le voir, et puis ensuite qu'est-ce qui va conduire à réagir ou pas, les conduites, est-ce qu'on va solliciter des soins, etc. Et là, ça renvoie à ce que je disais sur la question que la logique sanitaire n'est pas toujours nécessairement la logique la plus structurante pour rendre compte des pratiques des individus. Alors, sociologiquement, comme l'a rappelé Muriel Darmon dans ses nombreux travaux dont elle va nous parler tout à l'heure, le biologique et le social se co-construisent et il y a une incorporation sociale du biologique. Et dernier point sur cette espèce d'état de l'art et les hypothèses qui peuvent nous guider pour comprendre les données épidémiologiques, c'est que des travaux ont récemment montré que les hommes adoptaient des conduites de plus grande tolérance à la douleur, de faibles réactions aux signes avant-coureurs de la maladie cardiovasculaire. C'est une étude qui vient d'être réalisée. Alors, dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer ce que j'avais présenté sur ce qu'on peut appeler l'espace social du ressenti des symptômes. J'avais opposé à travers une revue de la littérature et en m'appuyant sur un certain nombre de travaux dans le domaine cardiovasculaire, mais également dans le domaine
du Covid-19 et également dans le domaine de la sexualité, qu'on pouvait opposer d'un côté une perception d'un corps mécanique qui était beaucoup plus masculine et un corps systémique qui relève beaucoup plus des représentations qui structurent les attitudes et les pratiques des femmes. Donc là, sur cette jolie étoile, vous avez cette opposition corps systémique, on y adhère beaucoup plus ou beaucoup moins. Hein, j'ai dit que c'était structurant pour le genre, mais il y a évidemment la classe qui intervient et également la race, même si je ne l'ai pas mise sur cette diapositive, faute de données empiriques pour étayer ce propos. Et donc je vais, à travers 4 exemples que je vais vous dérouler pour vous montrer comment on ressent, comment on exprime, comment on a des interactions avec les professionnels de santé. Et j'ai pris 2 hommes, 2 femmes, et puis des personnes de catégorie sociale très favorisées, des personnes de catégorie sociale défavorisées. Tout ça étant réalisé dans le cadre d'un projet de recherche qui s'inscrit dans le projet de GENDI dont j'ai déjà parlé et qui est réalisé à partir d'analyses des recommandations médicales dont je reparlerai, mais aussi qui s'appuie sur un certain nombre d'entretiens semi-directifs qui ont été conduits et analysés avec Aurore Loretti, qui est sociologue spécialiste des inégalités de santé, et Jeanne Goudinou, qui est doctorante en sociologie et qui a réalisé un travail remarquable sur la perception des symptômes, dont je reparlerai dans un instant. Alors, pour vous situer un peu les personnages, ces 4 petites histoires que je vais vous demander de suivre d'étape en étape, j'aurais pu prendre une histoire et la dérouler tout du long, mais là, j'ai essayé de restructurer par rapport aux différentes étapes. Jacques, donc, tous les prénoms sont évidemment changés, les professions sont changées pour que les propos soient complètement anonymisés, est un haut fonctionnaire qui vit dans une grande ville, dans une zone extrêmement aisée, et qui vit en couple avec sa femme, ses enfants étant évidemment plus à la maison vu son âge. Et il dit, le dimanche précédant mon incident, je n'ai pas pu faire plus de 2 kilomètres. J'avais une barre et une douleur entre les 2 épaules, d'une épaule à l'autre. Alors, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais lu. Il parvient à maîtriser la douleur en prenant un médicament contre son œsophagite, hein, c'est une pathologie qu'il avait de longue date, et il dit « je me sentais aussi depuis pas mal de temps, je me sentais fatigué ». Et puis ensuite, la nuit du vendredi à samedi, à 3h du matin, j'ai eu la même douleur, mais la douleur ne partait pas après avoir ingéré ces médicaments contre l'œsophagite. Cette douleur était en haut du thorax, d'une épaule à l'autre. Donc vous noterez ici les termes qu'il utilise pour décrire ce qu'il a, hein, c'est des termes extrêmement proches des propos des discours médicaux. Bruno, quant à lui, à 50 ans, il est patron d'un bar, il est confronté à de très très grandes difficultés financières, sa boîte est en train de couler, il a un nombre d'heures absolument incroyable, et lui vit en couple avec sa femme. Et au moment où survient les douleurs, il dit « j'avais comme une chape de plomb sur la poitrine ». Donc vous voyez la différence, chape de plomb, douleur dans le thorax. Mais un mal, comment expliquer? Pas à ne plus bouger, pas comment ça s'appelle, à être embêté, mais une douleur. Vous voyez, une douleur lancinante qui était là. Je croyais que c'était une hypoglycémie, donc j'ai mangé énormément de sucre. J'ai mangé une crème brûlée, des mousses au chocolat, des boissons sucrées, pour essayer de me resucrer. Je croyais que c'était ça, mais c'était pas ça. Et après, ça allait mieux, j'ai récupéré, j'ai continué ma journée et je suis rentrée chez moi. Et pendant 6 mois, j'ai continué à travailler. On est fatigué en permanence, donc on ne s'inquiète pas trop quand on a mal quelque part. Et ça, je mets cette phrase en exergue pour vous dire à quel point le ressenti des symptômes est extrêmement lié au contexte social. Là, une surcharge de travail terrible. Il est stressé en permanence et il est extrêmement stressé par son travail, toutes les heures qu'il fait, et puis très inquiet sur l'avenir de son entreprise. Alors, maintenant, je vais vous passer à 2 femmes. Donc, vous voyez des différences sociales très importantes entre eux. C'est des exemples qui sont... chacun n'est représentatif de rien, mais c'est l'ensemble des discours analysés. Je vous en montre 2 pour illustrer un peu les tendances lourdes qu'on voit dans l'analyse plus fine des entretiens. Quant à Katia, dont je vous avais déjà parlé le 3 avril, donc 42 ans, donc elle est suivie médicalement pour des fistules anales. Le mois précédant son infarctus, elle dit « et 3 fois en marchant, je me suis retrouvée avec des douleurs à la poitrine et au bras ». Et alors, ce qui avait fait exceptionnel, une fois j'ai vomi sur le bord de la route, j'avais fait 2 kilomètres, j'ai vomi sur le bord de la route. Et à ce moment-là, mes parents passent, je monte dans la voiture et les douleurs s'en vont. À chaque fois, les douleurs partaient. J'avais déjà fait des alertes en marchant, mais je prenais une compote et je repartais. Vous voyez encore cette idée d'ingérer des sucres pour gérer la douleur en pensant qu'on est face à des problèmes d'hypoglycémie.
Quant à Monique, 67 ans, qui est à l'autre extrémité de l'espace social, c'est une ancienne responsable RH qui souffre de plusieurs pathologies et qui a été agressée pendant le Covid lors d'une de ses sorties pendant le confinement. Elle dit « Je marchais beaucoup et plus je marchais, plus j'avais un point dans le dos et des espèces de brûlures comme ça, je sentais des brûlures. Comme j'ai des problèmes d'estomac assez récurrents, comme j'ai des problèmes de dos assez récurrents, je suis allée voir, j'ai appelé mon médecin traitant en disant « Je ne comprends pas, je ne me sens pas très bien, machin, etc. J'ai du mal à respirer, je me sens un peu gênée, punaise, mais j'ai mal au dos. » Les filles, elle évoquait comment dirais-je, elle était en train de discuter avec ses copines. « Qu'est-ce que j'ai mal au dos ? J'ai mal dans le dos, ça me faisait un point qui traversait dans le dos. J'avais des douleurs aussi dans les épaules, derrière et tout. » Alors, ce que nous montrent ces 4 extraits d'entretien, encore une fois, qui sont présentés aujourd'hui à titre illustratif, c'est que la perception des symptômes est liée au genre. On voit que les hommes et les femmes n'expriment pas la même façon, et à la position sociale en termes de perception. Mais que, selon la position sociale, comme je le faisais remarquer, le registre des maladies, le non scientifique de la pathologie ou des symptômes, les conséquences observables de la maladie sont plus ou moins mises en avant. Et en particulier, dans les positions sociales très favorisées, c'est vraiment le non scientifique des pathologies qui est beaucoup plus convoqué que les conséquences observables de la maladie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expression des symptômes chez les femmes diffère peu selon la classe sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'a montré de manière très claire les travaux de Jeanne Goudinou. Et une des hypothèses fortes qui renvoie notamment aux travaux d'Aurore Koechlin, c'est que les femmes sont confrontées à de très nombreuses instances de socialisation médicale et à beaucoup d'épisodes de socialisation, ne serait-ce que pour leur propre suivi de santé, en matière de santé reproductive, mais aussi leurs enfants et leurs descendants et leurs ascendants, et que l'idée, c'est que cet effet très fort de socialisation médicale contribuerait ou générerait une certaine forme uniformisation de leur rapport et sensations à la santé. Ce serait une espèce d'effet de la socialisation de genre qui serait plus importante que la socialisation de classe, qui ferait qu'on observerait peu de différences selon l'appartenance sociale chez les femmes, alors que chez les hommes, la description de l'infarctus, vous l'avez vu avec les 2 exemples, se différencie fortement selon les classes populaires et les classes moyennes et supérieures. Alors, la question que pose Jeanne Goudinou, c'est est-ce que les femmes perçoivent plus de symptômes ou sont-elles simplement plus disposées à les repérer et à les décrire ? Puisque c'est un événement évidemment important. Certes, dans la consultation médicale, il y a évidemment des examens cliniques qui sont faits, il y a toute une série d'examens cliniques qui peuvent être faits comme on va le voir, mais en tout cas, la question qui se pose, c'est aussi qu'est-ce qu'on est capable de ressentir et d'exprimer, notamment lors d'une consultation médicale ou à ses pairs pour éventuellement déclencher une prise en charge s'il s'agit d'une phase aiguë de la maladie. Alors, les capacités socialement construites des femmes à émettre des discours sur le corps et la santé, à accorder une plus grande attention à leurs sensations corporelles, produisent, ce que je viens de dire en citant les travaux de Jeanne Goudinou, des récits de symptômes plus longs, plus détaillés et plus diversifiés. Et vous allez voir, c'est extrêmement important parce que les femmes, contrairement aux hommes, quand elles en parlent autour d'elles ou quand elles vont voir un professionnel de santé, elles vont avoir des discours beaucoup plus fouillés, beaucoup plus longs que les hommes par rapport aux symptômes qu'elles ressentent. Et donc, l'expression différenciée des sensations peut expliquer en partie l'identification de symptômes qu'on appelle dans la littérature médicale atypiques chez les femmes par les professionnels de santé. Les symptômes atypiques étant tout ce qui concerne la fatigue, les nausées, etc., qui sont qualifiés de atypiques par rapport aux douleurs typiques qui renvoient aux douleurs thoraciques et à l'irradiation du bras. Donc ça, c'est un point important, c'est l'idée qu'elle ne raconte pas la même chose aux médecins que les hommes. Et de fait, la présentation des sensations ne peut pas être considérée simplement comme la manifestation directe d'une différence biologique entre les femmes et les hommes, au risque de ce que je disais tout à l'heure, de l'essentialisation, c'est-à-dire d'une naturalisation de l'atypie féminine qui, selon Geneviève Fraisse, reconduirait ce qu'elle appelle la construction historique selon laquelle la femme est le particulier alors que l'homme est le général. En tout cas, ce que montre l'analyse de ces entretiens et d'une manière plus générale d'autres travaux en sociologie, c'est que le ressenti, et je pense que Muriel Darmon viendra dessus tout à l'heure, et l'expression des symptômes sont bien la traduction d'une incorporation du social. Alors, deuxième point, c'est est-ce que les femmes s'alertent moins
par rapport à des symptômes qui évoquent une possible atteinte des artères coronariennes et un risque d'infarctus, et est-ce qu'elle tarde à accéder au système de soins. Alors, jusqu'à il y a peu, les travaux notamment de Nicolas Danchin en France, qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est un des pontes des articles dans ce domaine, avait montré que le délai plus important des femmes pour consulter se réduisait au fil du temps. Et c'est assez discuté dans la littérature, mais la tendance générale, c'est quand même que les femmes tardent plus que les hommes à consulter quand il s'agit d'elles. Alors que pourtant, elles ont plus l'habitude de consulter que les hommes, puisque de par leur socialisation, la santé sexuelle, la santé reproductive, les enfants, les ascendants, les femmes ont plus l'habitude de consulter que les hommes, mais visiblement, c'est une logique qui ne joue pas quand il s'agit de problèmes de syndrome coronarien. Alors, les logiques du care, comme je le disais, les conduisent à faire passer les besoins de leur entourage avant leur propre santé. Et ça, c'est montré de très longue date par un certain nombre de travaux en sciences sociales en France et à l'international. Donc, en fait, elles tardent pour elles, mais elles ne tardent pas pour leurs conjoints. À l'inverse, les conjoints, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, ils ne s'inquiètent pas outre mesure pour leurs femmes, mais ils s'inquiètent plus pour eux. Donc, vous voyez un espèce de double effet, le double effet qui se coule, on pourrait dire, qui désavantage les femmes par rapport à une situation de solliciter des soins quand les symptômes surviennent. Et puis, un point important, et des enquêtes récentes le montrent encore, l'infarctus du myocarde reste largement perçu comme une pathologie masculine. Donc on s'inquiète beaucoup plus pour un homme qui a des douleurs que pour une femme, et une pathologie masculine, et on pourrait ajouter une pathologie de l'homme cadre supérieur qui est stressé par son travail et qui va au restaurant parce qu'il est obligé, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir ce type d'activité. Alors, qu'en est-il quand on écoute les personnes ? Ce Jacques, dont vous vous souvenez qui est Jacques, donc il dit que 20 minutes après les douleurs qu'il a identifiées comme problématiques, je vous rappelle qu'avant il avait pris un traitement contre l'œsophagite et puis c'était passé, puis c'est revenu le lendemain, et là il s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dès qu'il considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il dit 20 minutes après, ces douleurs qui reviennent, donc qui pour lui ne sont pas normales, j'ai téléphoné à une sœur et à une petite fille qui sont à Paris à 3h30 du matin. Vous noterez qu'il sollicite la sœur, une fille. C'est toujours des femmes qu'on sollicite. Et ça n'a pas répondu. Donc il active son réseau. Donc il appelle le SAMU. Et en même temps, j'ai réussi à joindre ma fille, qui est déjà dans une autre ville de France, qui, elle, a téléphoné aux pompiers. Je les ai vus arriver à peu près en même temps. Donc il alerte le SAMU, sa fille alerte les pompiers, les deux arrivent. Il est très bien pris en charge, vous verrez, tout va bien pour lui après. Bruno, lui, vous vous souvenez, il a ses douleurs et puis il continue, il mange des crèmes brûlées, des mousses au chocolat. Et en fait, il a visiblement eu, enfin on le sait par ailleurs dans les propos de son médecin, il a eu un infarctus à ce moment-là qui est passé, pas grave, mais il s'est passé sans qu'il s'en rende compte. Et plusieurs semaines après son infarctus, en fait, il fait des petits boulots et il s'infecte en faisant ces petits boulots, il a une infection à la jambe. Et il consulte qui ne passe pas, il commence à avoir de la fièvre, et donc sa femme lui dit de consulter un médecin généraliste parce qu'il est plutôt du genre à dire ça va passer, c'est pas grave. Le généraliste l'hospitalise d'urgence pour phlébite. Il a un traitement de sa phlébite pendant 3 jours, plus une échographie cardiaque. Et là, au moment de l'échographie cardiaque, on découvre, le radiologue découvre l'infarctus, les traces de l'infarctus passé. Et on lui fait un triple pontage. Je passe mon écho cardiaque et l'échographe me dit « Vous avez fait un infarctus ?» Je le regarde, je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Quand ?» Il me dit « Il n'y a pas de date. » Et l'interne, quand il a eu les résultats, il me dit « Je ne croyais pas que j'allais découvrir ça. » Il me fait bon, en fin de compte, voilà. Donc vous voyez, son infarctus, il a été découvert a posteriori et pris en charge a posteriori comme il se doit. Quant aux 2 femmes que je cite, cette Katia, donc l'après-midi où elle a eu des vomissements, donc vous vous souvenez, elle a décrit tous les symptômes. Elle avait des vomissements, elle avait des douleurs thoraciques, etc. Le mercredi, je vois le médecin qui me fait quand même un mot pour voir un cardiologue. Il me dit « Je trouve que votre tension est un peu pincée. Mais bon, je pense que c'est quand même des crises de panique. » Alors qu'elle a vomi, elle a des douleurs thoraciques, elle a mal au bras, et
mais elle a une tension élevée, pincée comme elle dit, et donc elle doit aller voir un cardiologue. 4 jours plus tard, donc elle prend rendez-vous, mais le rendez-vous est fixé plus loin, elle ressent une vive douleur, d'un coup ça m'attrapait la poitrine, le bras, elle prend un médicament pour les crises de panique et décide 2 heures après d'appeler le SAMU car ses symptômes ne s'atténuaient pas. Donc vous voyez, elle a tous les symptômes, mais elle attend avant d'appeler, et c'est la crise de panique, les traitements pour la crise de panique qui prennent le dessus. Quant à Monique, j'avais des grosses douleurs, machin, punaise, je ne sais pas ce qui se passe, et j'en ai parlé à mon compagnon, il me dit, et à quelle heure? À 23h? Je ne sais plus, à 22 ou 23h. J'ai dit, je suis en apnée, je ne peux plus respirer du tout, je suis bloquée, je vais. J'avais l'impression que j'allais crever. Voilà, j'étais en apnée totale, vous pouvez plus. J'ai eu le courage d'appeler le 15. Donc elle a eu des douleurs dès 7h du matin et elle appelle à 22h. Vous voyez le temps extrême entre les premiers symptômes et l'appel qu'on retrouve aussi chez Katia. Alors, ce qu'on voit, c'est que les hommes consultent plus rapidement, souvent à l'initiative de leur femme ou d'une femme de l'entourage, et ils consultent d'autant plus vite les services spécialisés qu'ils se situent en haut de l'espace social. On a là encore un effet croisé du genre et de la classe, puisque ils ont des comportements différents des femmes et ces comportements se différencient selon leur position sociale. Les femmes, quant à elles, se sentent moins concernées par l'infarctus du myocarde, elles mettent plus de temps à réagir. Là encore, on a une espèce de homogénéisation sociale des réactions puisqu'on voit beaucoup moins de différences chez les femmes selon leur position sociale, alors qu'on la voit beaucoup plus fortement chez les hommes, toujours sur l'hypothèse évoquée précédemment d'une certaine forme d'homogénéisation des effets de la socialisation de genre. La troisième étape maintenant, donc on voit ce qui se passe en amont de la consultation médicale. Qu'en est-il maintenant de la façon dont se passe l'interaction entre les femmes et les professionnels de santé? Donc je rappelle que la profession médicale lui bénéficie d'une légitimité extrêmement importante et qui construit de manière différente cette légitimité, ou plus exactement qui marque du saut de l'inégalité, le colloque qu'on appelle souvent singulier en médecine, entre le médecin et les patients. Et que c'est dans un contexte particulier qu'on retrouve dans de très nombreux pays, c'est cette très forte légitimité médicale. Et la capacité à présenter aux médecins des symptômes clairs, intelligibles, auxquels la médecine accorde un sens, dépend des ressources sociales des personnes, comme l'a montré il y a maintenant de nombreuses années Luc Boltanski, toujours dans son article précurseur « Les usages sociaux du corps », qui va bientôt être traduit dans une très grande revue. Les médecins qui sont issus de classes supérieures ont un rapport privilégié avec les personnes qui appartiennent au milieu favorisé. Et ce qu'a montré Dominique Mémy, c'est que lors de la consultation, donc il y a une espèce de forme de gouvernement par la parole qui est plus propice aux classes moyennes qui acceptent les normes médicales sans contester l'autorité médicale, alors que les classes les plus aisées, elles, acceptent les normes médicales, mais en même temps se sentent légitimes pour contester l'autorité médicale beaucoup plus que les autres groupes sociaux. Mais ce rapport médecin-patient, s'il est très socialement marqué, si cette interaction est très socialement marquée, elle est aussi par la position sociale, elle est aussi en fonction du genre. Et cette vision mécaniste et anatomique du corps, qui prévaut toujours aujourd'hui dans la médecine contemporaine, cadre mieux avec les représentations masculines du corps que j'évoquais tout à l'heure, le corps mécanique, qui est beaucoup plus prévalent comme perception que chez les femmes. Donc vous voyez, là encore, il y a un double enjeu autour des rapports de genre et des rapports de classe. Mais il faut aussi tenir compte dans cette interaction de ce qu'on appelle les compétences non verbales, et là on peut faire référence aux travaux de la sociologue états-unienne Janet Shim, et qui montre qu'en fait, dans les interactions, il y a bien sûr ce qui se joue au niveau verbal, mais aussi tout ce qui se joue au niveau non verbal, l'attitude, la façon de s'habiller, etc., etc. C'est une dimension qui est très importante à prendre en considération pour bien saisir les ressorts de cette interaction entre les patients et les professionnels de santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nos 4 enquêtés? Jacques, c'est très rapide. Le SAMU a posé les bonnes questions. Bon, habituel, voilà. Puis, bon, ils se sont bien rendus compte que c'était quelque chose d'important. Enfin, bon, normal, vraiment très, très bien. Donc, lui, je dirais, c'est le parcours idéal. Jacques, c'est le paradigme du parcours
l'idéal type du parcours idéal. Dès qu'il sent que c'est vraiment une douleur vraiment importante, il sollicite en même temps sa famille à 3h30 du matin, les pompiers, le SAMU, et tout le monde arrive, il est pris en charge. Il a derrière, je ne sais plus ce qu'il a eu comme un pontage, je crois, mais enfin en tout cas, quand je l'ai rencontré, il allait extrêmement bien. Bruno, on a vu que c'était un cas particulier parce que c'est une découverte tout à fait fortuite de l'infarctus du myocarde par les médecins, mais 6 mois après. Quant à Katia, donc je reviens sur elle parce que c'est en même très emblématique de ce qui se passe souvent chez les femmes. Quelques jours après sa consultation, elle ressent une vive douleur à la poitrine. Elle indique à l'opératrice du SAMU être soignée pour des crises d'angoisse, tout en lui signalant, donc elle parle de crise d'angoisse, mais elle lui dit aussi qu'elle a des douleurs thoraciques et au bras gauche qui sont présentes depuis plus d'1 heure. L'opératrice lui demande de prendre sa tension, et là, elle demande à sa belle-mère et à sa belle-sœur, donc on est toujours sur le registre des femmes, pour qu'elles viennent l'aider. Ensuite, elle rappelle l'opératrice pour l'informer que sa tension est normale, et l'opératrice lui dit de prendre un cachet pour les crises d'angoisse et de rappeler si ça n'allait toujours pas. Et elle lui suggère, quand elle rappelle, à nouveau de prendre un cachet et d'aller prendre l'air. Et c'est là qu'elle en a un peu assez de prendre l'air et de prendre des cachets, et qu'elle va voir la médecin de garde. Et finalement, Katia est emmenée à l'hôpital et conduite à l'hôpital. Elle sera opérée, et elle souffre aujourd'hui d'une insuffisance cardiaque très avancée, très grave. Quant à Monique, elle dit « J'ai appelé mon médecin en disant « Je ne comprends pas, je ne me sens pas très bien, j'ai du mal à respirer, je me sens un peu gênée. » Et le médecin lui dit, c'était juste avant les vacances de Noël, de la semaine de Noël, jour de l'an, « On verra ça à la rentrée, c'est peut-être du stress. » Voilà. Donc vous voyez cette logique qui consiste à renvoyer les douleurs exprimées par les femmes à des problèmes psychologiques. C'est une logique de psychologisation des propos tenus par les femmes. Quelques jours après la douleur, pour elle, la douleur devient insupportable. Elle appelle le SAMU. Ce qui les a éclairés, enfin, elle appelle le centre 15 à ce moment-là, c'est le fait que je dise « J'ai une espèce de gros point au milieu du thorax ». Et ils m'ont demandé si j'avais des douleurs dans le bras. Donc là, ça déclenche tout de suite l'envoi du SAMU, enfin d'une ambulance de réanimation, plus exactement. Alors, quand on regarde ce que nous donnent les données épidémiologiques, vous avez ici une étude qui a été faite, c'est pareil, alors c'est une revue systématique, une méta-analyse. Je ne rentrerai pas dans les détails, encore une fois, des méthodes épidémiologiques qui sont convoquées, mais l'idée, c'est de tenir compte de toute une série d'études pour voir ce qui ressort. Et là, ce que vous voyez, c'est que quand les personnes se présentent à l'hôpital, les femmes ici disent beaucoup plus des palpitations, des nausées et de la fatigue. Ici, et de manière significativement plus élevée que les hommes. Et elles évoquent moins les douleurs thoraciques que les hommes quand elles arrivent à l'hôpital. Alors, on voit que on voit que les femmes et les hommes ne décrivent pas les mêmes symptômes, y compris quand les personnes arrivent à l'hôpital. Et quand on regarde, c'est un travail que Jeanne Godinou est en train de faire, quand on regarde dans le détail, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes, comme je le disais tout à l'heure, elles ont un discours beaucoup plus, je ne sais pas quel est le terme, pas prolifique, enfin elles s'expriment, elles vont parler beaucoup plus, et au milieu de tout leur discours, elles vont évoquer les douleurs thoraciques, etc. Mais elles vont aussi évoquer le stress, elles vont aussi évoquer les nausées, elles vont aussi évoquer la fatigue, etc., etc. Et quand on a présenté ces résultats à des collègues cardiologues de différents hôpitaux parisiens, en service de cardiologie, mais aussi en service d'urgence, on leur a dit que l'hypothèse qu'on pouvait faire, c'est que finalement, elles évoquaient aussi les douleurs thoraciques, mais que c'était noyé, entre guillemets, dans un flot de... C'est non pas qu'elles parlent, mais elles ont plus l'habitude de parler pour des raisons sociologiques, et que finalement, les médecins retenaient moins dans leur discours quand elles évoquaient des douleurs thoraciques et allaient plus s'attacher à des douleurs de plainte, d'angoisse, etc., etc. Mais qu'elles évoquaient les douleurs thoraciques, et on l'a vu dans les entretiens que j'ai présentés. Et donc finalement, l'hypothèse forte, c'est que, et ce qui a été, encore une fois, dans un article qui va être très bientôt publié de Jeanne Godinou, c'est qu'elles en parlent, mais elles parlent de plein d'autres choses, et les médecins font moins attention parce que ce sont aussi des acteurs sociaux, et qu'il y a cette confusion entre la prévalence
de la maladie et sa gravité que j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle je vais revenir, l'infarctus du myocarde touche de fait beaucoup plus les hommes que les femmes. Mais face à un syndrome coronarien aigu, les femmes meurent plus que les hommes. Donc il y a cette confusion entre la prévalence qu'on appelle la fréquence de la maladie dans la population et sa gravité, y compris chez les professionnels de santé. Alors, dernière étape, est-ce que les femmes bénéficient de traitements de diagnostic et thérapeutiques moins favorables que les hommes? Alors, les travaux de Thomas Lacker et puis plus récemment de Delphine Gardet et Ilana Lovi ont montré que l'institution médicale a historiquement constitué la physiologie et la santé féminine en référence à une norme masculine pensée comme neutre et universelle. Les hommes ont des douleurs typiques, les femmes ont des douleurs atypiques. Il y a aussi ce travail très intéressant, précurseur en matière de cardiologie, de Béatrice Ely ou Bernadette Ely, enfin peu importe, un article célèbre qui s'appelle The Yentl Symptom, dans lequel elle dénonce qu'en cardiologie, les femmes ne sont pas écoutées et prises en charge de la même façon que les hommes. Et elle appelle ça le Yentl Symptom en référence au livre d'Isaac Singer de 1962 qui s'appelle Yentl, dans lequel l'héroïne vient de perdre sa mère. C'est une jeune femme juive qui vient de perdre sa mère. Son père lui enseigne le Talmud et à la mort de son père, elle veut absolument rejoindre une institution d'éducation religieuse, et pour ce faire, elle se déguise en homme pour pouvoir bénéficier de l'enseignement religieux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est questionné depuis de longue date dans le domaine de la cardiologie. Le jugement des professionnels à l'origine de mécanismes de délégitimation des plaintes des patients et de différenciation des traitements proposés, c'est quelque chose qui a été montré dans des études qualitatives. Alors, c'est pas sur le cardiovasculaire, mais d'une manière générale, l'idée importante à retenir, c'est que les professionnels de santé, et le jugement, c'est pas du tout au sens de péjoratif, mais comme tout acteur social, quand une personne arrive, il va y avoir une activation des stéréotypes et qui va provoquer un jugement, on pourrait peut-être plutôt parler d'appréciation de la situation, et qui donc contribue à ce que l'écoute ne soit pas la même selon les caractéristiques de la personne, du patient. Alors, je dirais que le fait que les maladies coronariennes des femmes soient sous-estimées, sous-diagnostiquées et moins bien traitées, c'est quelque chose qui est attesté dans de très nombreuses publications en épidémiologie ou dans le domaine de la cardiologie et dans les plus grandes revues de cardiologie. Et puis, un dernier point important, c'est la question des recommandations médicales. Et on a étudié, dans le cadre du projet de GENDI très, très récemment publié dans le Lancet, on a regardé les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui dataient de 2021. Et je vais revenir dessus dans un instant pour vous montrer que les choses n'ont pas changé. On a regardé toutes les études qui étaient citées pour élaborer les guides, les guidelines, les recommandations médicales. Et donc c'est un travail qui a été fait qu'on a fait avec Kathleen Bastian, qui est médecin, et d'autres collègues. Et donc en analysant toutes les études, on a pris le tableau, on a regardé à quoi ça se référait, et en fait ce qu'on a montré, c'est que les recommandations genrées de la Société européenne de cardiologie, qui enjoint à proposer des traitements différents entre les hommes et les femmes, n'étaient pas basés sur les données de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a très peu de données qui portaient sur les femmes et très peu tenaient en compte... Enfin, le fait de dire qu'il faut faire des traitements genrés n'était pas appuyé par la littérature scientifique. Et quand je parle de littérature scientifique, ce qu'on a regardé, c'est que la littérature épidémiologique et cardiologique. Alors, en 2024... Ces nouvelles guidelines que vous avez ici. Alors, c'est un peu compliqué. J'ai moi-même eu un peu de difficulté à les interpréter, donc je me suis fait aider de spécialistes en cardiologie pour les comprendre. En gros, le point important, donc, c'est des guidelines pour comment les médecins devraient traiter la prise en charge de pathologies de syndrome coronarien
chronique. Hein. On n'est pas dans la prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde. On est dans la prise en charge de douleurs thoraciques stables, ponctuelles, qui disparaissent, mais qui peuvent, donc c'est les plus fréquentes par rapport aux douleurs aiguës, mais si elles ne sont pas traitées, qui peuvent provoquer un infarctus du myocarde. Donc c'est des douleurs, les atteintes stables. Et ce que vous avez dans la logique ici, l'idée, si vous voulez, c'est de mesurer la probabilité que les personnes ont comme risque d'avoir une sténose. Une sténose, c'est une obstruction de l'artère coronaire ou des artères coronaires. Et s'il y a obstruction de l'artère coronaire, alors il y a une prise en charge tout de suite à faire, notamment en termes de... On fait une coronarographie et pose de stent ou de chirurgie si les lésions sont diffuses. Donc c'est une étape extrêmement importante, hein, ces douleurs stables, ces atteintes chroniques des artères coronaires, c'est quelque chose d'extrêmement important à bien traiter, à bien prendre en charge et rapidement pour pas que la situation évolue. Alors, là, on sait très bien, par ailleurs, que dans la survenue de ces pathologies, il y a un écart environ d'une dizaine d'années entre les femmes et les hommes, hein, puisque pour des raisons hormonales, ménopause, etc., les pathologies ne surviennent pas au même âge en moyenne chez les hommes et chez les femmes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que une fois que ça survient, est-ce qu'il est justifié de traiter différemment les hommes et les femmes quand le score est le même? Vous voyez, certes, les hommes sont plus touchés, certes, l'âge de survenue n'est pas le même entre les femmes et les hommes, mais quand le problème de santé est présent, pourquoi traiter différemment les hommes et les femmes? Alors, et pourtant, c'est ce que les recommandations les plus récentes donc, incitent à faire. Là, au début, c'est des symptômes, donc c'est est-ce qu'on a des... alors, je ne vais pas tout vous traduire, hein, parce que... Bon, en tout cas, c'est les symptômes qui existent, et puis en dessous, ici, c'est la description des principaux symptômes, des 3 principaux symptômes qui existent, et là, on tient compte aussi de facteurs de risque qui, en plus des symptômes, peuvent aggraver la situation. Le fait d'avoir des antécédents familiaux, de fumer, d'avoir une dysplémie et une hypertension ou du diabète. Donc en fonction des symptômes que vous décrivez, plus de vos facteurs de risque, on va vous attribuer un score qui va représenter la probabilité de risque que vous fassiez une sténose. Et là, vous avez sur ce... Ah ben je l'ai perdu. Bon, j'ai... Ah non, il est là, pardon. Et là, ce que vous voyez sur ce tableau-là, c'est que si on prend par exemple l'exemple d'une femme âgée de 60-69 ans qui a 2 points de symptômes qui sont présents et qui a 2-3 facteurs de risque en plus, hein, d'accord? Donc elle a deux symptômes présents et on est dans la colonne 2-3 facteurs de risque. Eh bien, l'idée d'une prise en charge médicale adéquate, elle a un score de 6 et l'homme a un score de 17, d'accord? Donc vous voyez que pour un même âge, même niveau de symptômes et même niveau de risque de facteurs de risque en plus, on ne propose pas, on ne donne pas les mêmes recommandations de prise en charge en termes de scanner, etc., pour les hommes et pour les femmes. Et il semble bien, et là je parle pas en tant que sociologue, mais je prends la voix des cardiologues que j'ai consultés, que c'est pas du tout logique que d'accord, les femmes elles vont pas les avoir au même âge, d'accord, elles sont moins confrontées, etc., d'accord, les hommes fument plus, etc., mais une fois que la maladie est là, une fois que les symptômes sont là, pourquoi ne pas traiter de la même manière les femmes et les hommes? Et ça, c'est une vraie question et qui mérite en tout cas débat, puisque dans un service assez réputé en cardiologie, comme plusieurs hôpitaux, hein, comme Bichat ou Pompidou, pour faire du drop naming, considèrent que c'est un vrai problème que de ne pas proposer les mêmes traitements et que ça traduit une confusion entre la prévalence et la gravité de la maladie. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure au début, confusion, prévalence et gravité. Alors, il me reste encore quelques minutes, je voulais vous présenter aussi une étude qui a été publiée très récemment l'année dernière, qui est très intéressante.
C'est une étude expérimentale, hein, ce n'est pas la vraie vie, mais c'est expérimental, des décisions médicales par rapport à des patientes et des patients qui se présentent dans un service d'urgence. Alors, les personnes, on leur présente un cas clinique de douleur thoracique qui est proposé de manière aléatoire. Une fois on dit que c'est un homme, une fois que c'est une femme, une fois on dit que c'est une personne blanche, une fois on dit que c'est un noir, une fois un nord-africain ou un asiatique. Et on demande à ces professionnels de santé de donner un niveau de priorité de traitement de 1 à 5 pour le cas qu'on leur présente. 1 nécessitant un traitement immédiat jusqu'à dégradé, 5 peut attendre. 1563 personnes ont participé, 55% de femmes, 50% d'échantillons médecins urgentistes, 11% des internes en service d'urgence et 39% des infirmières. Et l'enquête a été faite en France, en Belgique, Suisse et Monaco. Et le cas qui a été présenté, bon, je vais l'évoquer rapidement parce que vous êtes dans la zone d'un tri de service d'urgence, le patient sur la photo ci-dessus est âgé de 50 ans, il a été admis, depuis ce matin il se plaint de douleurs thoraciques, etc., etc. Et on donne toutes les consignes, voilà. Donc ils ont exactement le même profil médical, sauf que le patient, sur une fois, ça va être un homme blanc, ensuite ça va être une femme noire, ensuite ça va être, etc., etc. Et on fait varier comme ça et de manière aléatoire. Donc, on s'attendrait à ce que tout le monde réponde de la même manière selon le sexe et la couleur de peau de la personne qui arrive, qui est présentée sur la photo. Alors là, vous voyez que le niveau de priorité qui est donné aux deux n'est pas le même et que les hommes sont beaucoup plus souvent, la décision selon le sexe est beaucoup plus souvent une prise en charge immédiate quand c'est un homme que quand c'est une femme. On a aussi un gradient très différent selon que la couleur de peau de la personne et le sexe. On n'accorde pas le même... Encore une fois, c'est exactement le même cas clinique qui est présenté à chaque fois. C'est un exercice, enfin c'est la méthodologie qu'on utilise dans les enquêtes de testing systématiquement, et là c'est le cas. Et donc pour venir au tableau synthétique de ces résultats, quand la personne est médecin, ici, donc tous ces facteurs, presque tous, pas tous, vous allez le voir, sont liés. On hospitalise beaucoup plus. Quand la personne qui répond à une expérience clinique en médecine d'urgence, pareil. Ensuite, les hommes noirs d'apparence sont moins pris en charge, et moins souvent, enfin, leur degré de priorité est moindre. Pareil pour les hommes d'Afrique du Nord. Pas d'effet pour les personnes asiatiques. Je ne sais pas si je ne me décale pas d'une ligne là. Non, les personnes d'Afrique du Nord sont pas de traitement différent pour eux. Pour les personnes asiatiques, non plus. C'est deux catégories pour lesquelles il n'y a pas de différence. Et tous les groupes des femmes, en dessous, là, qu'elles soient blanches, noires, Afrique du Nord, asiatiques, elles sont systématiquement moins souvent... leur degré de priorité est systématiquement moindre que pour les hommes. Voyez. Donc c'est intéressant parce que c'est pas la vraie vie et en même temps c'est la vraie vie, c'est-à-dire c'est pas une étude d'observation, c'est de l'expérimentation, mais on donne à ces professionnels de santé le même cas. Comment ils se débrouillent avec ça et pourquoi ils répondent différemment. Dans les éléments que je vous ai présentés avant, il y a un certain nombre d'éléments de réponse. Et puis donc, on se présente Là, je parlais de qu'est-ce qui se passe quand la personne arrive en service d'urgence. Et là, c'est les toutes dernières données il y a 15 jours de Santé publique France et qui montrent que pour les personnes qui sont hospitalisées pour une cardiopathie ischémique en France en 2022, vous voyez que les traitements proposés, l'angioplastie est aussi souvent proposée aux hommes qu'aux femmes, mais vous voyez que la pose de stent est plus souvent proposée aux hommes qu'aux femmes, que le pontage est plus souvent proposé aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a pas de différence pour ce qui concerne l'athérectomie rotationnelle. Alors, évidemment, ces écarts peuvent aussi renvoyer à des dimensions plus physiologiques ou biologiques. Et je pense notamment à des enjeux qui peuvent renvoyer à la taille des artères, etc. etc. Donc il ne s'agit pas du tout de nier que dans ces écarts, il y ait des logiques biomédicales tout à fait pertinentes, mais les écarts qui sont trouvés, plus la littérature qu'on voit, plus les recommandations médicales, il y a tout quand même une cohérence des résultats pour interroger la façon dont les femmes sont prises en charge de manière différente que celle des hommes. Alors, une des dernières diapositives, mais qui est très intéressante, c'est que
Et je trouve que cette diapositive dit tout, en fait. C'est une étude qui a été publiée il y a quelques années dans l'American Heart Journal, qui est une grande revue dans le domaine. C'est la mortalité à l'hôpital dans les 30 jours. Vous voyez que les femmes, les hommes sont 5,2 à mourir, enfin 5,2% de décès, et les femmes 7,6%. Donc les femmes meurent beaucoup plus que les hommes. Mais quand on ajuste sur tout un tas de facteurs, c'est-à-dire que quand on fait un protocole standardisé où on dit exactement aux professionnels de santé ce qui doit être fait, il n'y a plus de différence entre les femmes et les hommes de mortalité. Ce qui montre bien, c'est le modèle STEMI, alors je ne sais plus l'acronyme, je ne sais plus ce que correspond exactement, mais en tout cas, l'enjeu extrêmement important ici, c'est de dire que quand on a un protocole extrêmement standardisé, il n'y a plus de différence de mortalité entre les hommes et les femmes. Et quand il y a moins le protocole est standardisé, c'est-à-dire plus il y a de marge de manœuvre pour les professionnels de santé, là, on retrouve une différence de mortalité entre les hommes et les femmes. Alors, pour conclure, je dirais que l'enjeu, c'est de réduire les inégalités, bien évidemment, et les inégalités de genre en particulier, même si, encore une fois, vous avez vu qu'en tenant compte de l'appartenance sociale, on voit des choses extrêmement intéressantes qui donnent à avoir une autre lecture de la réalité sociale. Il faut absolument poursuivre les recherches dans une perspective intersectionnelle, notamment avec la prise en compte des rapports de race. J'avais évoqué le 3 avril dernier des cas, mais qui restent des cas, même si qui n'ont pas été confrontés à une analyse rigoureuse, qu'elle soit sociologique ou autre, mais qui quand même interrogent sur le fait que c'était le cas de 2 ou 3 jeunes femmes qui avaient clairement dans la voix, quand on écoute, j'ai écouté les entretiens, les retranscriptions des conversations avec les personnes du SAMU, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se joue en fonction de l'assignation de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, l'assignation à des personnes qui sont racisées et qui sont clairement au son de leur voix de certains comportements, d'exagération de la douleur, etc., qui, ça, sont bien documentés. Dans le domaine de l'infarctus, ce n'est pas documenté. De toute façon, on n'a même pas de statistiques pour voir la mortalité selon la position sociale et la position raciale en matière d'infarctus. Donc, on a besoin de développer des approches intersectionnelles. On a besoin de beaucoup plus de données que ce qu'on a, parce que souvent c'est juste âge et sexe. On aurait besoin d'avoir des données sur la position sociale, on aurait besoin d'avoir des données sur l'origine, le parcours migratoire, etc. La nécessité, ce qu'on a commencé à faire, de développer des collaborations avec des cliniciens et des chercheurs en cardiologie. Je disais tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on avait présenté ces résultats à un groupe de travail de l'Académie de médecine avec Jeanne Goudinou. On les a présentés aussi à des collègues cardiologues dans des grands hôpitaux parisiens qui nous avaient aidés à recruter des personnes malades, puisque ces personnes malades, on les a recrutées, qu'on a interviewées, on les a recrutées dans la majorité des cas via des services hospitaliers de cardiologie, en cardiologie, dans des grands hôpitaux parisiens qui sont anonymes, mais dont j'ai dit le nom. Voilà, c'est pas grave. Et donc, quand on leur présentait les premiers résultats, ils étaient extrêmement intéressés en disant « mais oui, effectivement, on se rend compte que, notamment quand on est aux urgences, on va très vite et que dans le très vite, on va se concentrer, quand on leur disait « mais en fait, les femmes, elles parlent aussi des douleurs thoraciques, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas entendues », et de dire que, et je trouve que c'est une situation très, très intéressante, bah oui, quand ils sont face à des cas et en urgence, ils vont à l'essentiel, et ce qu'ils vont retenir beaucoup plus, c'est tout de suite quand la douleur thoracique, elle est évoquée avec 1 ou 2 symptômes, pas plus, versus une douleur thoracique qui va être évoquée au milieu d'une quinzaine d'autres symptômes, dont des symptômes de stress, etc., qui vont attirer l'attention de ces professionnels de santé, etc. Et ce qui explique d'ailleurs que quand on a un protocole standardisé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les différences de mortalité s'estompent entre les femmes et les hommes. Et puis, bien sûr, il faut former les professionnels, j'ai envie de dire former les professionnels de santé, aussi bien à l'épidémiologie qu'à la sociologie ou aux sciences sociales en général, puisque vous voyez qu'il y a un nœud autour de cette confusion prévalence-gravité qui, quand on réfléchit très vite, c'est normal, on se dit bah oui, ils sont plus touchés, donc c'est plus grave.
non, c'est plus compliqué que ça. Ce que montrent les analyses que je viens de vous présenter, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on est plus touché que c'est forcément plus grave quand ça survient. Voilà, donc des formations en épidémiologie, mais bien sûr aussi en sociologie, comme je vous l'ai montré, avec tout ce que ça donne comme clé de lecture d'une réalité. Donc c'est pas la peine que j'insiste lourdement sur le fait que le nombre d'heures consacrées à ces formations dans les études de santé est largement insuffisant. Mais il faut aussi modifier les recommandations des sociétés savantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour la petite histoire, et je terminerai là-dessus avec 1 minute de retard, c'est que ce spot que vous avez vu, qui est quand même très surprenant, parce que le premier spot, c'était, il y avait le petit cinéma là, il y avait une croix rouge dessus, sur les douleurs thoraciques, il y avait une grosse croix rouge qui disait non, et la voix disait non. Et moi, j'ai dit à une connaissance médicale, je dis, mais moi qui n'ai pas fait d'études de médecine, si je vois une croix non, ça veut dire, si j'ai une douleur thoracique, non. Et donc, ça a alerté un peu le Landerneau de cardiologie, et du coup, ils ont enlevé la grande croix non. Mais ce qui reste encore, c'est quand même problématique. Et ce que je vous ai montré sur les recommandations médicales, c'est extrêmement problématique. Voilà. Donc, il y a aussi ce travail-là. Et puis, il y a des campagnes d'information. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il ne faut pas tout miser sur les campagnes d'information. Et si derrière, je veux dire, ça ne sert à rien d'aller dire, je caricature aux femmes, si vous avez une douleur thoracique, si vous êtes totalement concerné, et si votre sœur ou votre tante a une douleur thoracique, vous êtes totalement concerné. Et si derrière, les enjeux structurels de prise en charge ne sont pas modifiés, on va être dans une logique de surculpabilisation des femmes en l'occurrence, et de manière différente selon les milieux sociaux, et très certainement, hypothèse, mais à vérifier, selon les positions raciales également. Voilà, donc c'est encore une fois une invitation à une approche intersectionnelle qui associe aussi les professionnels de santé, les éléments structurels, et qui ne s'appuie pas que sur des campagnes d'information. Je vous remercie, on va faire une petite pause de 15 minutes.